une production du Studio SF. Salut tout le monde, bienvenue à Elle parle spécial confinement. Cette semaine, on reçoit Jessica Prudencio et c'est ce que j'appelle une entrevue réconfort. Une entrevue réconfort, pour moi, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et Jessica Prudencio, moi, m'a fait beaucoup de bien dans les dernières années en la suivant. J'ai découvert une femme qui s'assume, qui rayonne et qui a pas peur de rayonner, qui a pas peur non plus d'affirmer sa condition, qui est celle d'être une femme racisée dans un Québec plutôt blanc. Et non seulement ça, c'est aussi une foodie, donc elle donne très faim, je vous dirais, avec son blog Tout dans mes fesses. Et donc, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de lui parler cette semaine. C'était stimulant et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la découvrir que moi, je l'ai découverte cette semaine. Sinon, je voulais savoir comment vous alliez, vous, à la maison, dans ce contexte de déconfinement graduel. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui s'en vient, de la potentielle deuxième vague? Est-ce que vous avez des enfants que vous allez renvoyer à l'école ou pas? Des enfants que vous allez renvoyer à la garderie ou pas? On est dans ce contexte-ci, je pense, tous soit fatigués de la solitude, soit exténués du travail, de la charge mentale. On a parlé de pause dans cette période-ci. Moi, je trouve pas que le terme pause, c'est le terme adéquat. J'ai jamais été aussi occupée, préoccupée aussi par le sort de nos aînés, le sort des autres. Il y a quelque chose qui se passe de fondamental dans notre société à l'heure actuelle. Et voilà, donc je trouve que le mot pause, c'est vraiment pas évident. Sinon, écoutez, j'ai fait une petite nouvelle cette semaine, une grosse nouvelle. J'ai dit sur mon Instagram que j'étais enceinte. Et oui, enceinte d'un deuxième gnocchi, qu'on va appeler comment, je sais pas, rigatoni, j'ai pas pensé encore. Oui, donc j'ai fait ce petit coming out-là. Disons que j'avais hésité à en parler publiquement parce qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que c'est vraiment d'intérêt public? Est-ce que c'est pas mon intimité? Mais en même temps, ça fait tellement partie de ma vie, puis c'est tellement une belle nouvelle que je voulais le dire. Mais j'ai eu une hésitation, puis cette hésitation-là, elle vient aussi d'un stress et d'une préoccupation, je dirais, à la fois sociale, économique, qui s'explique très bien. C'est que, comme pigiste, dans un contexte de crise comme celui-ci, c'est sûr qu'on a des soucis et des préoccupations financières pour l'avenir. Puis je me disais, mon Dieu, avoir un deuxième bébé, est-ce que ça va freiner des collaborations et des contrats à long terme? Et là, je me suis dit, ma petite voix intérieure, que c'était inégal si c'était le cas qu'une femme soit pénalisée parce qu'elle attend un deuxième enfant. Mais malheureusement, c'est arrivé à beaucoup de gens que je connais, beaucoup de femmes dans le milieu des médias, et c'est très tabou, ont perdu des contrats importants, des jobs, parce qu'elles étaient enceintes d'un bébé. Et pour moi, ça, c'est absolument injuste, inacceptable et irrecevable comme position. On n'en parle pas, c'est tabou parce qu'on a peur de perdre nos jobs. Et donc, dans cette optique-là, je me suis dit non, je vais le dire, je vais m'assumer, je vais me tenir debout, je vais assumer les conséquences. Et s'il y a des conséquences négatives à cet égard-là, ben, il va falloir travailler et lutter pour que ça change, cette situation-là. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Merci pour l'amour que vous m'avez envoyé. C'est assez fort. Je vous cacherai pas que tout ça était une petite surprise. C'était pas prévu. On s'entend qu'il y a à peu près 15 mois qui va séparer les deux bébés. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. En plus, bon, comme femme enceinte, j'ai pas vraiment envie d'envoyer mon bébé à la garderie parce que, bon, mon système immunitaire est quand même un peu affecté par tout ça. Je sais pas c'est quoi les conséquences de la COVID sur le développement intra-utérin. Il y a plein de choses qu'on sait pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous êtes enceinte avec votre deuxième enfant? Est-ce que vous allez le renvoyer à la garderie? Moi, je suis fait face à ce gros dilemme-là. J'ai pas de réponse. D'autres bonnes nouvelles. Vraiment, c'est assez fascinant, mais l'auditoire de ce podcast-là augmente lentement, mais sûrement. On n'est peut-être pas dans la viralité avec ce type de discussion-là qui
qui est pas dans l'extrême rapidité, l'instantanéité et le punch, et j'en suis fière de faire quelque chose qui s'apparente plus à du slow media. Mais quand même, on a des petites reconnaissances ici et là. Le Devoir va faire une belle mention dans le journal. Je pense que ça va être cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai eu une entrevue aussi de Radio-Canada, ici Radio-Canada Première en Abitibi. Oh, mon chat vient de passer. Ouais, c'est ça. Donc ici Radio-Canada Première en Abitibi qui m'a demandé une entrevue. Donc, c'est chouette d'avoir cette promotion-là de la part d'autres médias, parce qu'ici, bon, on fait ça tout de manière indépendante, mais quand même, ça fait vraiment plaisir. Puis quand je suis très fatiguée et que je me dis, bon, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce que je suis écoutée? Ben, la réponse, c'est que c'est oui. Puis quand vous m'écrivez, puis que vous me partagez vos commentaires, sincèrement, c'est vraiment un beau cadeau. C'est sûr que d'encourager le podcast, je l'ai déjà dit, mais sur iTunes, donner un 5 étoiles, partager le YouTube, partager les lieux de diffusion, ça permet de faire rayonner cette discussion-là. Alors voilà, désolée pour cette longue introduction, mais j'avais des choses à vous dire, puis juste un petit mot pour vous dire que je pense à vous. Alors, Jessica Prudencio, cette superbe qui rayonne et qui réfléchit beaucoup. En ce moment, vous entendez mon chat qui est en train de faire caca. Je suis désolée pour cela. Bonne écoute. Bonjour Jessica! Salut, ça va? Oui, comment ça se passe ton confinement? Ça se passe comme ça devrait se passer, je pense. Il y a des bouts qui sont plus durs, puis il y a des bouts qui sont vraiment normaux. Mais j'essaie de survivre. Là, est-ce que tu es chez tes parents? Oui, moi j'habite avec ma mère. Ouais, écoute, il y a des moments aussi, je me dis que quand on est seul à la maison, tu sais, ça doit être tough aussi. Moi, c'est une autre réalité avec un enfant, mais tu sais, il n'y a pas de réalité mieux que l'autre, là, dans le sens où c'est non, pas évident, non, pas du tout. Puis on a beau être privilégié en ce moment, on a le droit de trouver ça un peu tough, là. Ben oui, puis toi, dans le fond, est-ce que tu as aussi le travail qui a été affecté par Totalement. Totalement. J'ai pas eu de nouveau contrat depuis le début de la pandémie. Fait que je me suis inscrite à la PCU. Ah ouais? Ben moi aussi, Ouais. je me suis inscrite à la PCU, mais j'ai pas eu de nouvelles encore. Là, on verra. Mais non, c'est vraiment pas évident. Puis écoute, je voulais vraiment te remercier parce que à la fois, tu es comme une entrevue pour moi réconfort. Mm-hmm. Parce que je te trouve comme chaleureuse et réconfortante puis inspirante. Alors là, je me suis dit, bon, ça va faire du bien aux gens. Ah, merci! Puis, oui, puis en passant, là, t'étais vraiment en demande, là. Ça se passe quand même bien ces temps-ci. C'est dur à croire, considérant tout ce qui se passe dans le monde, mais moi, je me suis dit que 2020, ça serait mon année, puis ça l'est, là, peu importe ce qui se passe. Fait que, oui. Écoute, là, c'était comme c'est quand elle vient, Jessica, je dis, je m'excuse, là, j'ai comme eu 2-3 embûches, on a eu 2-3 embûches, mais elle est là. Puis non seulement ça, aussi, je pense que, tu sais, en me préparant pour l'entrevue, comme tu es quand même une féministe très affirmée sur la question de la diversité corporelle, sur la question de l'inclusivité, j'ai trouvé ça bien parce que moi, je me suis un peu remise en question par rapport à mes white privilege. Puis je trouve ça bien de pouvoir me challenger, pas me challenger, mais apprendre. Puis je veux dire, je pense qu'on peut tous apprendre puis on peut tous s'améliorer. Définitivement. Même moi, là, je veux dire, on n'est pas parfait. Il n'y a personne qui est 100% on point tout le temps, mais justement, en ayant des discussions ouvertes, en étant ouvert d'esprit, puis en s'éduquant, il y a moyen de devenir une meilleure personne. Tout à fait. Puis je pense que ça va être vraiment chouette pour beaucoup de gens de t'entendre sur ces questions-là. Puis voilà. Donc, écoute, j'ai appris que tu venais de Cotonou, du Bénin. Oui. T'es née là-bas? Oui, je suis née au Bénin en 1995 à Cotonou. Puis on a émigré au Canada lorsque j'avais 3 ans et demi. Avec ma mère, mon frère et moi, on a émigré ici pour rejoindre mon père. Puis ma vie a techniquement débuté au Québec parce que j'ai pas vraiment de souvenir du Bénin, là, malheureusement. Est-ce que tu es retournée au Bénin ou? Oui, on est retourné lorsque j'avais 20 ans, je crois. Ça fait 5 ans.
pour la première fois. C'était un voyage qui était émotionnellement très chargé. C'était magique. C'était life-changing à un point tel où c'est tellement cliché de dire, genre, tu sais, une fois que tu retournes chez toi, puis tu vois la réalité, tu reviens complètement changé, mais c'est totalement vrai, là. Pourquoi t'as comme eu une espèce de miroir de tes racines, de... Ah oui, exactement. J'ai enfin vu d'où je venais. J'ai compris à quel point on vient de loin, à quel point on a été privilégiés toute ma vie. Peu importe si j'ai vécu des événements un peu traumatiques ou peu importe, mais tu sais, de partir, de bâtir quelque chose de si fort, tu sais, où je suis en ce moment, puis on est dans une situation, comme j'ai dit, qui est quand même privilégiée, en voyant tous les obstacles qu'on a vécus, puis que, dans le fond, moi, genre, je pense que j'ai toujours été un peu ungrateful jusqu'à temps que je réalise à quel point la vie était fragile puis à quel point on n'a pas tant de contrôle sur ce qu'on vit. En allant au Bénin, en voyant des gens qui ont pas, mettons, les nouveaux iPhones, les nouveaux styles, les nouveaux vêtements vraiment trendy, qui trouvent le moyen d'être super heureux, épanouis avec ce qu'ils ont, sans se plaindre, sans attendre quelque chose d'une autre personne. Tu sais, tout le monde se débrouille là-bas, tout le monde travaille vraiment fort pour arriver à ce qu'il peut. Puis nous, on est ici, puis on chiale parce que genre le métro est en panne. OK, mais Ouais, on a un métro, tu sais. puis moi, j'ai longtemps été comme ça. J'ai jamais eu le contraste de ma réalité au Canada versus la réalité des gens de ma famille, genre, ou des habitants au Bénin ou n'importe où en Afrique. Fait que d'avoir ce contraste-là, de remettre les choses en perspective, de réaliser à quel point on est privilégié ici et qu'on prend les choses pour acquis, ça change vraiment. Ça change vraiment. Est-ce que ta famille élargie est encore là-bas? Ouais. Oui, toute ma famille, toute ma famille est au Bénin, sauf ma famille rapprochée. Ouais. Donc, puis est-ce que tu es en contact avec eux? Puis Ouais. OK, c'est ça, mais tu es allée une fois, mais dans le fond, vous êtes comme Oui, proches. c'est tellement spécial. Dans le fond, on s'est toujours parlé au téléphone avant qu'on aille au Bénin. Fait que, tu sais, je reconnaissais les voix, je les connaissais. Mais de les voir en vrai pour la première fois que, genre, je me rappelle, c'était vraiment drôle. D'identifier les visages. OK, fait que c'est toi ma tante, genre, à qui je parle plusieurs fois par semaine et que je me rappelle pas c'est quoi ton visage. Fait que c'était Puis vraiment drôle. la famille est tellement importante. J'ai l'impression, moi, j'ai pas cette expérience du Bénin. J'ai été seulement au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et moi, ce qui m'avait marqué dans mon périple de 3 mois là-bas, j'étais allée faire de la radio. Ah, Ouais, c'était cool, c'était vraiment fun. Ça fait plusieurs années, mais plus de 10 ans, je crois. mhm. C'était la famille, c'était tellement fort, la Ah ouais. communauté, Ah ouais. l'amour. Tu sais, quand on Ouais. dit un enfant est élevé quelque part par une communauté, bon, ils disent un village, je sais pas si Mhm. ça s'applique tout le temps, mais tu sais, c'était Ouais. fort, là, fort. Oui, vraiment. Vraiment, c'est ce choc-là culturel vis-à-vis de la famille, je crois que je l'ai toujours vécu parce que, bon, j'ai été élevée au Canada, mais avec des valeurs comme principalement béninoises. Puis, tu sais, ma mère, on a inculqué, elle a pris le meilleur des deux cultures dans le fond. Fait que ce choc-là, de voir comment la famille est peut-être vue d'un autre point de vue en Amérique du Nord ou au Canada versus au Bénin ou en Afrique, ça m'a vraiment choquée. Tu sais, le respect de l'autorité, c'est tellement important chez nous, puis juste de pas remettre les adultes en question. Bon, jusqu'à un certain point, en ce moment, maintenant j'ai 25 ans, je m'en fous un peu, là, mais quand j'étais ado, tu sais, ta mère te dit de faire quelque chose, tu le fais, là, t'argumentes pas, peu importe, puis mes amis québécois je banalise pas, là, je Mhm. généralise pas, c'est vraiment mes amis à moi qui étaient québécois qui se rebellaient contre leurs parents, qui les envoyaient chier. J'étais genre, oh my God, can't relate. I can relate to that. Moi, par contre, j'ai peut-être Oh, été vraiment? offensante, puis, tu sais, avec du recul, franchement, un peu mal. Ah, Pas je l'ai fait aussi, là, mais tu sais. Non, mais il y a quelque chose, je trouve, aussi dans le respect des aînés. Tu sais, on parle justement de la maltraitance de nos aînés, de nos aînés, j'aime pas l'expression de nos aînés, des aînés, Ouais. des personnes plus vieilles. Le respect de la sagesse aussi, là, ça, c'est fort, je crois, Ouais. là, au Ouais, très. Bénin et en Afrique de l'Ouest en général. Tu sais, je veux pas généraliser, mais il y a quand même un respect des aïeux, entre Ah guillemets, oui. que là, en ce moment, tu sais, on voit ce qui se passe, puis c'est sûr que c'est de même un peu partout, mais
moi, l'idée de stationner nos personnes âgées dans des CHSLD, je trouve ça fou quand même. Moi, je ferais jamais ça. C'est long. Ma mère est infirmière dans le milieu de la santé, dans un CHSLD. Puis, Oh! Ouais. Puis moi, j'y ferais jamais ça. Je la mettrais dans un CHSLD si je savais que c'était des gens comme elle, genre, qui prenaient soin des autres. Mais quand tu vois ce qui se passe aux nouvelles, puis quand, je veux dire, moi, j'ai un insight vraiment personnel avec le milieu des CHSLD, ma mère est dans le milieu, tu sais, fait que elle me dit des trucs, puis je suis comme, wow, il y a des gens qui adorent leur emploi, qui sont, c'est même pas un emploi, c'est une vocation rendue là. Ma mère est dévouée à son emploi, puis il y en a d'autres. Puis les autres, je ferais jamais ça à ma mère, là. Non. Comment va ta mère, d'ailleurs? Ben. Ma mère est un rock. Ma mère, l'esprit le plus positif au monde, tout en étant hyper réaliste. Fait que ma mère va super bien en ce moment. C'est tough, là, c'est sûr. C'est drainant, elle est fatiguée, puis elle est stressée un peu, mais comme tout va bien aller, là. C'est ça qu'ils disent. Ah oui, donc elle est positive, mais elle fait des chiffres de combien d'heures, par exemple? Pas mal 12 heures, là. Des 12 heures, puis est-ce qu'elle témoigne un peu de ce qui se passe là-bas, plus précisément, je veux dire, Ouais. Là où elle est? Ils ont de l'aide, je pense, de la Croix-Rouge, de l'armée, d'autres médecins, whatever, qui viennent au centre d'accueil l'aider. Mais la plupart de ses collègues de travail ont déserté parce qu'ils sont soit affectés, soit ils ont juste peur pour leur vie, ce qui est très, très compréhensible. C'est de demander de travailler des 12 heures à des gens qui sont super proches des gens qui peuvent en être infectés et en mourir, ce qui est encore plus dramatique. Parce qu'un CHSLD, je veux dire, il n'y a pas d'autre comme. Il n'y a pas d'autre outcome, là. Tu rentres là, puis malheureusement, t'es mort. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? J'ai eu peur au début. Là, j'ai eu super peur au début. J'étais vraiment stressée, j'avais peur, mais ma mère est bonne dans ce qu'elle fait. Elle aime ce qu'elle fait, puis elle prend ses précautions au max. Même à la maison, je veux dire, j'ai pas eu de câlin de ma mère depuis la mi-mars, là. Oh! C'est correct. Je survis, c'est tough. T'as pas vraiment eu de câlin en général, j'imagine, à moins que tu aies quelqu'un dans ta vie. Non, malheureusement, c'est ça, je suis très toute seule. On va se reparler d'ailleurs de tes dates sur Tinder. Quand même, donc, ton arrivée au Québec, bon, j'imagine que c'est ça, tu t'en rappelles pas tellement précisément, mais tu as quand même été élevée dans un milieu, j'imagine, assez blanc où les modèles noirs étaient peu existants. Comment c'était d'être élevée au Québec blanc francophone? Au début, ça allait bien. Parce que on apprend qu'on est différent quand on nous le dit, hein. Fait que quand t'arrives au primaire, puis au début, ça va bien, genre maternelle, c'est chill. Puis la première, deuxième année, les gens commencent à rire de toi parce que genre t'as des grosses lèvres ou tes cheveux sont pas dans la même texture ou t'es un peu plus développé ou t'es juste noir. Puis t'es comme, mais OK. Fait que ça arrive très rapidement que les gens voient la différence, la pointe du doigt parce que c'est différent, puis peut-être qu'on a été élevé pour penser que c'est mauvais. Puis moi, je me suis rendu compte de ma négritude, de mon blackness très tard dans la vie parce que, comme tu as dit, j'ai été élevée dans un milieu qui était très blanc. J'allais au primaire, il y avait genre 3 noirs dans mon année. Au secondaire, dans quelle ville? À la Chine. Mm-hmm. J'ai grandi à la Chine, fait que j'ai été au primaire à la Chine, au secondaire dans un collège privé à la Chine. Puis, je veux dire, il y avait 2 autres noirs dans les 300 ou 500 autres élèves de mon année, genre. La plupart de mes amis étaient blancs parce que la plupart des gens là-bas étaient blancs. Puis c'est rendu au cégep quand j'ai enfin vu la diversité que j'ai réalisé que, j'étais noire. Pour de vrai, tu sais, je suis pas blanche, je suis vraiment très noire. Puis c'est fou parce que j'avais expérimenté le racisme bien avant le cégep, c'est juste que ça, je sais pas, ça a peu de temps cliqué. Mais rendu au cégep, quand j'ai eu des amis d'origine différente, puis qu'on a commencé à vraiment relate sur nos expériences de vie, c'est là que je me suis rendu compte que non seulement j'étais noire, mais j'étais super bien avec ça. Puis
je voudrais pas ne pas être noire, tu sais, parce que ça fait partie de moi, puis ça l'a shapé absolument toutes mes interactions dans ce monde. Parce que c'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever, puis qu'on a beau dire je ne vois pas la différence, qui est totalement raciste, mais il y en a une différence, puis ça fait partie de moi, puis c'est vraiment chill aussi, puis c'est super great parce que je suis awesome. mais sincèrement, ce que tu dis, ça me fait penser au documentaire Briser le code de Fabrice Ville que j'ai vu je sais pas si tu l'as vu. Je crois que c'est lui qui l'a réalisé, animé à Télé-Québec. Puis, en tout cas, je pense que tu aimerais ça parce que il parle justement de comment on doit s'effacer quand on a une couleur différente. Ben, différente. Mais oui. Comment finalement on se soumet, il faut adopter le code, puis en quelque part se conformer à la norme pour exister puis se faire reconnaître. En tout cas, c'est assez... Mais oui, parce que on doit le faire, mais on n'a pas le choix, en fait, parce que notre vie, notre vision, notre expérience est constamment invisibilisée, genre. Il y a personne qui en parle de l'expérience des Noirs ou de l'expérience des femmes noires, des hommes noirs, peu importe. Il y a personne qui peut relate à ça au Québec, je sais pas pourquoi. Que ce soit dans les livres d'histoire, je veux dire, moi, en ce moment, je suis en train de lire je suis en train d'écouter un audiobook sur l'histoire des Noirs au Canada parce que j'ai jamais appris ça à l'école. Pourtant, on est là, puis on est là depuis le début. Notre expérience est constamment invisibilisée. Notre contribution au monde, au Canada, que ce soit économique, culturel, on n'en parle pas. Puis, il faut se rendre à un point où on se pose des questions, tout simplement, puis on doit décider de s'éduquer nous-mêmes alors que c'est quelque chose qui devrait juste être appris à tout le monde parce qu'on ne peut pas être effacé de l'histoire comme ça. Puis les gens prennent absolument tous les moyens pour le faire. Puis plus j'apprends, plus je m'éduque, plus je le réalise et c'est vraiment frustrant. C'est tellement frustrant quand tu y penses parce que on le voit pas. Non, c'est ça. On le voit pas, on l'oublie et on pense que ça n'existe pas, entre guillemets. Ouais. Et même, je dirais que... Qu'est-ce que je veux dire? J'avais une idée que je voulais te dire. Mais en tout cas, non, c'est ça. Webster a écrit aussi, je crois, un livre sur l'histoire des Noirs. Puis tu sais, moi, quand je regarde les médias au Québec, là, déjà que personnellement, même si j'y contribue très modestement, je regarde les shows de variété, je suis comme... This is pointless là, pour moi, parce que ce n'est pas intéressant genre de voir toujours les mêmes vedettes parler de leur jardinage, je suis plus capable, OK? Donc, qu'est-ce que c'est quand ton histoire est même pas racontée, quand 5 à 8 % du casting seulement est constitué de personnes racisées? Qu'est-ce que c'est de pas se voir? Tu te sens exclu, j'imagine. Tu dois vivre une frustration quelque part. C'est une frustration, mais c'est beaucoup plus poussé que ça. C'est aussi le manque de représentation des répercussions tellement négatives qu'on ne prend même pas en compte. Juste, non seulement dans les médias, mais dans la vie en général, des médecins ou des psychologues racisés, on peut les compter probablement sur une main. Tu sais, ils sont où? Genre, essayez de trouver un psy noir à Montréal. Pour vrai, je vais prendre les références si vous en avez parce que j'en cherche. Dans tellement de milieux, il y a beaucoup de milieux qui sont juste très blancs. Puis le milieu des médias n'en fait pas exception. Là, c'est super blanc. Puis c'est un peu pour ça que je fais ce que je fais, parce que j'ai pas eu de représentation, moi, en grandissant. Puis j'ai envie d'être la fille que les jeunes vont regarder, ou même pas nécessairement les jeunes. Il y a plein d'adultes, des mamans qui me suivent, puis qui me disent qu'ils auraient voulu avoir cet exemple-là quand ils étaient plus jeunes, parce que c'est tough de pas ressembler à la norme, et c'est totalement vrai. Quand tu étais petite, tu n'avais aucun modèle? À part ma mère, non. Wow. Ben non, là, je veux dire, des femmes qui me ressemblent, non. Je pense que la première femme taille plus à laquelle je me suis identifiée, c'est Ashley Graham. Puis genre, elle est blanche, tu sais. Puis après ça, il y a eu Liso, puis ma cousine Gaëlle. Puis là, j'étais genre, OK, j'existe. C'est bon, je vois que j'existe. Je me sens beaucoup mieux, je suis soulagée, je suis pas tant un outcast parce qu'il y a des gens qui me ressemblent, puis c'est correct aussi. Non seulement c'est correct, mais c'est magnifique, genre. Peux-tu réaliser à quel point c'est vraiment triste pour un être humain de réaliser à comme 20 ans qu'il avait le droit d'exister dans le corps que genre la vie lui a donné? C'est fou, hein?
Ben, ça, c'est ma réalité. J'ai quasiment les larmes aux yeux, là. C'est comme... Ouais, same, là. C'est fou. Ouais. C'est fou. Puis en même temps, j'ai l'impression que peut-être que les réseaux sociaux ont aidé cette diffusion-là de la parole, de modèle, de se voir à travers l'autre. Oui, beaucoup. Si c'était pas des médias sociaux, en fait, j'aurais probablement pas ce parcours-là. Parce que les magazines cool, moi, quand j'étais jeune, je voulais vraiment les acheter, je les trouvais cool, mais je voyais pas le but parce que je me voyais pas dedans, tu sais. Mm-hmm. C'est fou parce que moi, Jessica, 25 ans, dans le magazine Cool de cette année, là, je pense l'édition d'avril. Ah oui? Oui, ce qui est vraiment nice. C'est un rêve de jeune fille de voir des personnes comme moi dans un magazine pour ados au Québec. Puis, ça aurait pris plus de 20 ans, je pense, pour que je puisse voir ça. C'est inacceptable. En même temps, il faut que ça change. Faut que ça. Je suis tombée sur un texte de Gwendolyn Brooks, une poétesse, qui parlait justement du fait que comme quand elle était enfant, c'est jamais venu dans son esprit de considérer que le corps noir dans lequel elle était beau, tu sais. Puis de le célébrer au final. Ouais. Quand on n'a pas le narratif pour s'accepter, ben c'est complètement difficile, j'imagine. En tout cas, j'essaie de faire l'exercice d'empathie. Puis... Je te dirais que moi, j'ai quand même toujours eu un minimum de confiance en moi. T'sais, au secondaire, je savais que j'étais plus grosse que la norme, que j'étais noire et que j'étais vraiment plus développée. Mais tu sais, je me trouvais quand même correcte. Je me trouvais quand même cute. Je me détestais pas. Puis les choses que j'ai commencé à pas aimer sur moi, c'est à cause des gens. T'sais. Moi, j'ai des vergetures partout sur le corps parce que j'ai juste eu une poussée de croissance, je sais pas, du jour au lendemain, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est venu avec une prise de poids. Fait que vraiment, comme d'une année à une autre, je pense, j'ai juste eu plein de vergetures sur le corps. Puis tout le monde à l'école me le disait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais des vergetures, que je les aimais pas, puis que je voulais trouver genre des moyens pour les effacer. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oh my God, t'es pas comme moi. » C'est bizarre. Puis je te niaise par rapport à ça. Ça, c'est quasiment une expérience quelque part de discrimination, là. Ah ben, c'est pas quasiment, c'est ça, là. C'est ça, hein? Avec ma forte poitrine, je l'ai eu au primaire, puis on me niaisait à cause de ça. Mes lèvres, que tout le monde veut maintenant parce que c'est trendy, je me faisais niaiser à propos de mes lèvres quand j'étais jeune, au primaire, au secondaire. Les fesses, pareil, genre, toutes les caractéristiques qui font de moi la femme noire que je suis sont rendues à la mode. Alors que je me faisais intimider à cause de ça quand j'étais plus jeune. Ce qui est genre, j'en reviens toujours pas. Ça me fait fucking chier. Puis les gens le réalisent pas tant qu'on n'en parle pas. Fait que c'est pour ça que j'en parle le plus possible. Parce que le fait d'être une femme noire, mon expérience est totalement différente de celle de la féministe populaire, ce qui est une féministe blanche, dans le fond. Puis, comme j'arrête pas de dire, on est constamment invisibilisé. Puis mon but, c'est de juste mettre ça out there, genre de mettre ma réalité sous les projets. C'est quoi le nom? Projecteur? Whatever. Projecteur, oui. Ben, je veux juste que les gens sachent que c'est une réalité qui existe. Puis qu'on peut plus s'en cacher. On peut plus s'en cacher. Puis, ouais. J'ai comme l'impression aussi que les gens se mettent un peu la tête dans le sable et pensent que, bon, combien de fois j'entends dire que, bon, le racisme, ça n'existe pas au Québec. Ouais. Bon, on peut en parler, tu sais, des expériences concrètes pour faire comprendre à ces gens-là que ça peut, et ça existe. Toi, oui. tes expériences, là, ta première expérience de discrimination, ça a été quoi? Moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup refoulé de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de souvenirs que j'ai volontairement mis très loin dans une case de mon cerveau. Mais je veux dire, le racisme, je l'ai vécu dès le primaire, là, des batailles de boules de neige où, genre, les gens, ils étaient juste vraiment plus rough sur moi, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas méchante, là. J'étais vraiment cute et drôle, mais tu sais... pour une raison qui m'échappe, ça, ou bien être choisie la dernière pour jouer au ballon chasseur, là. Ça, c'était mon quotidien.
se faire niaiser, comme j'ai dit, à cause de mes lèvres, à cause de mon nez, mes cheveux, qui sont vraiment magiques. Genre, ils défient la gravité, là. Je sais pas quel autre cheveu. Mais des trucs vraiment simples, vraiment subtils que tu dis au quotidien, que t'assumes que c'est comme ça que les choses doivent être, mais vraiment pas. Puis le racisme, comme je te dis, c'est ça, je l'ai juste toujours vraiment expérimenté. Les microagressions sont partout, là, que ce soit dans un milieu d'emploi, les gens qui te touchent les cheveux sans te demander la permission, t'es comme non. Mariam, j'ai déjà eu une discussion avec Mariam là-dessus où je sais plus si c'était une discussion ou une entrevue, en tout cas, mais elle parlait de ça, de cette écœurantite qu'on touche les cheveux, qu'on y touche les cheveux. Elle a eu un afro pendant un certain temps, puis je disais, non, tu touches pas aux cheveux. Je ferais ça en personne, là. Je ferais ça en personne. Pourquoi il touche tes cheveux au juste? Pourquoi il touche? Parce que la texture est spéciale. Puis genre, c'est différent. C'est infantilisant aussi, là? Oui, beaucoup. Je veux dire, non, c'est infantilisant, puis c'est juste un peu violent, pour de vrai, là, de se faire toucher comme ça sans qu'on ait demandé la permission, sans qu'on ait accordé la permission. Plutôt, c'est juste, c'est pas le fun, puis il y a pas non, il y a pas de point à ça, il y a pas de but, là, vraiment pas. Ouais. Donc, on attaquait beaucoup ton corps. Tout le temps. C'est la seule chose à laquelle les gens accordent attention, je pense, l'importance. Le corps des femmes, puis encore plus le corps des femmes noires. On est tout le temps, on est hyper sexualisés, mais de façon contradictoire, genre, les gens nous détestent. On est hyper violentés aussi. Ah oui? Mais oui, les femmes noires, ben là, moi, j'ai genre des faits qui sont spécifiquement aux États-Unis, mais je veux dire, les femmes noires sont les plus tuées aux États-Unis, là. Encore plus les personnes trans, les femmes trans noires, puis... la violence vécue. Je pensais quand tu disais détester, dans le sens que jalouser ou je sais pas, j'avais peut-être je veux dire, le sens de... Peut-être pas jalouser, mais il y a vraiment un sentiment d'inconfort quand une femme noire accepte son corps, puis l'aime, se cache pas de le montrer comme je fais. Il y a vraiment un inconfort. C'est comme, OK, fait que t'as le droit de faire ça, finalement. Puis c'est comme si... En même temps, c'est beau. Moi, je trouve qu'il y a comme une réappropriation du corps. J'imagine Il faut parce que tu le sais toute ta vie, on t'a niaisé par rapport à ton corps, tout en voulant coucher avec toi en cachette. Tu sais, mais t'as des grosses lèvres, t'as des grosses fesses, j'aime pas vraiment ça. Toute ta vie, t'as vécu des trucs comme ça. Il faut bien qu'à un moment donné, tu fasses comme, tu sais quoi, fuck ton opinion, puis je vais décider ce que je fais avec mon corps. Fait que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix de se réapproprier son corps quand on est une femme noire. Peut-être, vu que mon expérience, vu que je suis grosse, peut-être que si j'étais mince, j'aurais moins à le faire. Probablement, en fait, là. Mais tu sais, moi, j'ai pas vraiment le choix de me battre pour que les gens acceptent mon corps parce que toute ma vie, on a voulu le dénigrer, on le fait, mais avec une curiosité malsaine, tu sais. Pourquoi on sexualise tant que ça? Pourquoi on sexualise tant que ça, de cette façon-là? Ben, je crois que ça vient de loin. Je veux dire, les femmes noires esclaves dans le temps, quand elles sont arrivées en Amérique ou juste n'importe où, on leur a fait raser leur crâne, porter des foulards parce que leurs cheveux étaient trop exotiques, puis les femmes blanches avaient peur que, genre, leurs hommes aillent coucher avec des noirs à cause de leurs cheveux, genre, ou à cause de leur corps qui était plus développé, ou à cause de leur exotisme. Ça part de tellement loin, puis on a attribué à la femme noire dans le fond, genre je sais pas, une libido tellement comme intense, je sais pas comment le dire, là, je perds mes mots aujourd'hui, mais on a hyper sexualisé la femme noire depuis tellement, tellement longtemps parce que c'était une menace, parce qu'elle était différente, puis parce qu'on en avait peur. Parce que les Noirs sont sauvages, les Noirs sont violents, les Noirs sont
je sais pas, paresseux, menteur. Tu sais, tous les stéréotypes, ils partent de tellement loin, là. C'est genre, c'est pas nouveau qu'on a ces opinions-là des Noirs, puis même si c'est de plus en plus subtil, c'est encore là, tu sais. Fait que depuis très longtemps, on a attribué ces caractéristiques-là super sexuelles, hyper sexualisées à la femme noire. Puis ben, encore là, c'est très présent dans les médias, c'est très présent partout. Je veux dire, tu vois, t'écoutes des émissions, là, les choses que les femmes noires couchent avec tous les personnages sont très fortes, là. Soit ça, ou elles sont loud, elles crient tout le temps, ou elles parlent fort, ou elles sont toujours frustrées. Tout ça, toutes ces caractéristiques-là sont présentes aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que c'est là. La fameuse colère de la femme noire comme archétype, Oui. comme stéréotype, un peu rentré, en tout cas, qui l'insolence, est très lourd, là, finalement. Ouais. C'est qu'on dirait que quand ils sont présents, ben c'est sûr qu'ils sont la représentation est quand même plus forte aux États-Unis, là, dans les séries, mais il y a quand même tous ces stéréotypes-là qui sont véhiculés. Est-ce que toi, tu as des exemples de séries qui, pour toi, sont assez plus nuancées, plus intéressants, plus à cet égard-là? Pour être honnête, j'écoute très peu la télé québécoise. Fait que tous les exemples que je vais te donner vont être aux États-Unis, là. C'est correct, on comprend pourquoi. Mais j'ai découvert récemment la série Insecure sur HBO qu'on peut écouter sur Crave en ligne. C'est excellent. C'est la première série à laquelle je peux m'identifier autant. Ça parle de l'expérience d'un groupe de Noirs aux États-Unis. Je pense qu'ils sont comme en Californie. C'est des milléniaux, puis on voit juste leur vie. C'est exactement comme la mienne. Des gens qui struggle, qui se cherchent, qui expérimentent le racisme, mais sous forme de microagressions qui remettent tout le temps en question, qui savent pas comment se positionner par rapport au couple. Tu sais, c'est une super bonne série. Donc, Insecure sur HBO. Sinon, il y a Dear White People, que j'ai vraiment beaucoup aimé sur Netflix. Ça se passe dans un collège noir. Ben, c'est comme moitié noir, moitié blanc là, aux États-Unis. Puis, justement, à cause de ces différences-là, il y a tellement de choses qui se passent dans la série. Puis, on voit les personnages qui, encore une fois, struggle à embrace leur négritude ou le racisme sexuel, il y en a beaucoup dedans. Puis, il y a aussi les couples mixtes, qui est un truc super intéressant de voir à la télé parce qu'on n'en parle pas vraiment dans la vie de tous les jours, là. Donc, Dear White People. Sinon, il y en a plein des séries là, sur Netflix qui sont super bonnes juste pour de la représentation, puis voir une réalité qui n'est pas la nôtre ou qui, dans mon cas, est la mienne, puis que j'ai pas l'occasion de voir souvent à l'écran. Puis je pense que pour tout le monde, là, peu importe d'où on vient, ça fait du bien de se faire raconter d'autres histoires que celles qu'on entend qui sont toujours les mêmes finalement. Quand tu as conscience de tes privilèges puis que ça te dérange pas de les abandonner pendant quelques minutes. T'sais. Mais je pense qu'il faut à un moment donné. Je veux dire, on a des privilèges puis ça serait vraiment bizarre, je crois, de dire que ça n'existe pas. Je trouve ça... Il y en a plein là, qui sont pas capables de le dire à voix haute, qui sont privilégiés. Mais je comprends pas ça. Tu sais, je comprends pas. C'est comme le monde qui sont pas capables de dire que oui, il existe du sexisme dans la société, comme des gars qui sont pas capables de dire ça. C'est pas... Faut arrêter de se sentir personnellement attaqué. Je veux dire, on est dans un contexte, on est socialisé d'une certaine façon. On peut tous s'améliorer. Mais oui. Mais il y a un truc... Je pense qu'il y a de la culpabilité, là, le white guilt. Je pense que ça existe pour de vrai, là, la culpabilité de mes ancêtres ont fuck up, puis c'est vrai que maintenant j'ai des privilèges, puis j'ai de la misère à accepter ça, puis c'est parce que t'as pas le choix, genre. T'as pas le choix de l'accepter. Je pense qu'on n'a pas le choix, puis si on veut transformer notre société puis vaincre les oppressions, ben il faut avouer certaines situations. Je veux dire, moi, je me suis pas toujours rendu compte que j'étais dans des situations où j'ai peut-être perpétré des oppressions, ne serait-ce que par ma visibilité ou mon exclusion de certaines paroles dans certains projets. Je veux dire, je l'ai fait, j'ai fait des erreurs. Maintenant,
j'aimerais m'améliorer, tu sais, comme Oui, tout le mais monde. Léa, c'est Correct. tellement pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Je te dirais que la majorité préfère être un imbécile heureux plutôt qu'un genre quelqu'un qui est intelligent et frustré. Puis on dirait que je les comprends, là. C'est plus facile de vivre dans le monde quand tu mets des petites lunettes roses puis que tu fais semblant que tout va bien. Mais tu sais, si les gens veulent pas se l'avouer, ils ont juste à voir un peu comme, tu sais, moi, des fois, j'entends des propos sur juste la question de l'accès au logement. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, quand on est noir d'avoir accès à certains logements. Puis j'ai entendu des trucs écoute, j'ai entendu directement des propriétaires dire des choses qui n'ont aucun sens, tu sais. Ouais. Et ça, c'est inacceptable. Donc, moi, je me dis, quand j'arrive dans cette circonstance-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on intervient si mon beau-père dit quelque chose ou ma mère ou peu importe qui, là, je ne sais pas personnellement, mais comment est-ce qu'on leur répond à ces gens-là? Là, je te pose la question. Quelque chose de... Moi, je sais pas, là. Tu sais pas trop. Moi, je sais pas, là, mais tu sais, je crois que... Faut les confronter, sinon on est complice. Parce que le on silence... est complice, là. Ben oui, c'est ça, le silence, c'est de la complicité, puis c'est perpétuer des inégalités qui sont là, puis de rien dire, ça empire les choses, basically. Genre, faut prendre position, il faut parler, il faut dénoncer les choses, puis je veux dire, c'est quoi la pire chose qui pourrait t'arriver et qu'on dit que, genre, tu bacs les gens qui sont moins privilégiés que toi? Je veux dire, il y a rien de mauvais qui peut t'arriver dans une situation comme ça, là. Peut-être, OK, si c'est plus dangereux, c'est peut-être plus tough de dénoncer des trucs, mais dans un milieu de travail, si tu constates que ton collègue est traité d'une manière différente que toi juste parce qu'il est noir, tu peux en parler, là. T'as le droit, genre, c'est ton devoir de faire ça. Ouais, puis je pense que c'est ça, de rien faire, c'est d'être complice du silence, puis c'est de perpétuer le statu quo. Oui. Puis des fois, je veux dire, je pense qu'il faut agir, il faut se confronter, puis quitte à déranger, il faut déranger. On va déranger, puis ça va être comme ça. Mais sinon, c'est quoi un allié? C'est quoi, mettons, un allié à la cause? Je veux dire, si c'est pas d'agir dans le concret, dans le pratico-pratique. Parce que moi, c'est bien beau, là, les speeches publics, puis les discussions, puis ça, c'est bien, on fait avancer la société, mais concrètement, dans ton intimité, je pense que, en tout cas, il faut essayer. Oui. Un allié, premièrement, moi, ça me fait toujours un peu cringe quand quelqu'un s'auto-proclame allié, parce que autant c'est une belle chose, là, le concept d'être un allié, mais tu devrais pas te vanter d'être un decent human being, là. Il y en a qui le font. Ben oui. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui le font, puis j'en ai vu, là, des gens qui sont comme moi, dans le féminisme, surtout, bien sur les réseaux sociaux au Québec, j'en vois plein, là, des féministes blanches qui sont comme toutes les femmes sont égales, oui, aimez-vous, peace and love, mais après ça, tu les vois dans leur gestes concrets que leur féminisme est très blanc. Fait qu'un allié, c'est juste quelqu'un qui est inclusif, qui comprend le concept de l'intersectionnalité, puis ça, c'est vraiment pas tout le monde qui sait que ça existe. Même moi, je veux dire, j'ai longtemps hésité à m'affirmer comme féministe jusqu'à temps que je découvre c'est quoi l'intersectionnalité, parce que pour moi, c'était ça le féminisme. Pourtant, quand tu ouvres la télé ou bien quand tu scrolls dans ton feed Instagram, puis les seules féministes que tu vois sont blanches, t'es comme, mais moi, je suis féministe puis je suis pas noire. Puis non seulement ça, mais pour moi, toute personne qui s'identifie comme une femme devrait genre être supportée par les féministes. Pourtant, les femmes qui sont queer, on en entend moins parler, on les back moins parce qu'elles sont moins vues, puis on s'attend, mais qui prend pas en compte ces femmes-là de couleur, ces femmes-là qui sont qui ont des identités de religieuses différentes, ou bien des femmes qui sont disabled. Le féminisme intersectionnel, c'est ce qui est pour moi le seul féminisme qui est valable. Mm-hmm. Le reste, je veux vraiment pas en entendre parler parce que c'est de ne pas prendre en compte l'expérience des autres qui peut être différente de la sienne. Mm-hmm. Puis, juste pour revenir sur la question, tu sais, puis on y reviendra à la question de l'intersectionnalité, mais dans le fond, là, concrètement, là, si on veut juste aider, de rester
peut-être moins loud, juste de concrètement, quand on dit, bon, essayer de prendre moins de place, c'est comme allier sans s'auto-proclamer allié, c'est d'agir dans son quotidien. Je pense qu'un bon allié, c'est un allié qui va être à l'écoute, premièrement, qui va être ouvert à recevoir les paroles, les points de vue, les expériences des autres, sans prendre ça comme une attaque personnelle. Un allié, c'est quelqu'un qui va pouvoir le dire à voix haute si quelqu'un a des propos racistes ou des comportements racistes. C'est quelqu'un qui supporte la communauté, pas juste noire, là, toutes les personnes de couleur dans leurs gestes au quotidien. Ça peut être genre partager des vidéos de créateurs de couleur juste parce que tu sais que les chansons qu'elles vont être moins vues, genre. Tu sais, c'est vraiment des petits trucs comme ça. C'est quelqu'un qui va féliciter une personne de couleur pour ses achievements. Moi, j'en ai plein, là, des gens que je considérais mes amis qui sont blancs puis qui m'ont absolument rien dit, mettons, pour ma web-série, pour mon podcast, pour tout ce que je fais. Qui est genre, je veux pas me flatter, là, mais je veux dire, c'est vraiment nice ce que je fais. Puis moi, je suis super fière de mes projets, puis j'ai plein d'amis ou des gens que je considérais mes amis qui en prennent même pas compte, genre, qui me félicitent pas, alors qu'ils savent à quel point je travaille fort, à quel point ce que je fais est révolutionnaire vraiment, parce que combien d'autres personnes ont la chance de pouvoir créer du contenu en ligne, être payés pour ça, avoir une plateforme pour dénoncer des inégalités, puis qui sont noirs, tu sais, au Québec. Il y en a pas beaucoup, là. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on nous donne pas la place. Puis cette place-là, il faut la prendre. Mais j'ai plein d'amis qui prennent ça pour acquis ou qui me félicitent pas ou qui me regardent avec un œil genre un peu comme jaloux, peu importe. Ces gens-là, je les considère plus comme mes amis, mais un allié ferait jamais ça. C'est ça que je veux dire, en fond. Juste ton podcast, c'est vrai que c'est comme extraordinaire parce que en plus, tu peux donner la voix parce que tu as une visibilité, tu peux rayonner, puis ça manquait sérieusement. Donc, moi, je suis comme, wow, bravo. En plus, si vous pouvez être financé, c'est vraiment un jour, ouais, j'aimerais ça. OK, c'est pas encore financé. Ben, c'est plus difficile, les podcasts à financer, mais c'est de prendre parole. Puis moi, c'est ce que je retiens aussi beaucoup de toi, puis c'est ce qui beaucoup m'inspire de ta part, c'est cette volonté de dire les choses comme elles le sont, avec ta verve, avec ton audace, puis ton intelligence, tu sais. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Je te considère comme une fille émancipée. Wow! Wow! Mais c'est vrai, mais tu sais, c'est à quel moment tu t'es dit, wow, là, je suis en train de vivre mon émancipation et je m'assume, tu sais? Je pense que ça arrive un peu à chaque jour, là. Ça arrive un peu à chaque jour parce que je me rends compte que ce que je fais est important, tu sais. C'est important pour moi, évidemment, mais je sais très bien que ça a un impact sur d'autres personnes. Puis au quotidien, je veux dire, je reçois des messages de personnes qui me suivent puis qui me disent que je fais une différence dans leur vie. Puis comme, peu importe à quoi ces gens-là ressemblent, je sais que j'ai un impact sur leur vie, tu sais. Fait que, ouais, c'est vraiment cool. puis je pense que c'est en me réappropriant mon corps, en commençant la thérapie, en m'entourant de gens que je sais qui ont vraiment mon bac et que j'ai le leur, qu'on se respecte, qu'on s'aime, qu'on s'élève ensemble. Puis tout ça, je pense que ça fait en sorte que je deviens la femme que je suis, puis que je sais pas, je m'épanouis encore plus de jour en jour. Là. Mm-hmm. Puis ça se passe aussi à travers te raconter, tu sais. Moi, j'aime que tu te racontes, puis que tu nous racontes ta vie, puis que tu nous partages tes moments, parce que justement, cette narrativité-là qui n'existe pas, ben tu y contribues. C'est vrai. C'est vrai, j'ai jamais vu ça de même. juste, c'est toi qui m'as fait découvrir Iseult. Pour vrai? Oh my God, cet artiste incroyable. Je l'aime. Je sais. J'en reviens pas, je l'ai découvert en 2020, là, ça fait vraiment pas longtemps, puis dès que j'ai découvert, je suis devenue comme, pas obsesse, là, je veux dire, c'est comme ma sœur, rendue là. C'est fou. OK, bon, on peut-tu dire aux gens qui est Iseult, là, pour qu'ils se fassent une idée?
Tu veux-tu? Ouais, Izu, c'est une auteure, compositeur, interprète, chanteuse plutôt, euh, française. Elle est noire, elle est grosse, elle est talentueuse, elle est intelligente, elle s'assume, elle s'exprime, puis elle fait vraiment une différence. Ouais, elle est vraiment great. Dans sa chanson Corps, Ouais. elle a son afro comme merveilleux, elle est superbe, elle est ronde, elle est nue. Ouais. Puis elle Ouais. chante, puis est-ce que bon, Ouais. là, ça va faire un peu extrait des pauvres, là, mais je peux-tu mettre un petit extrait, même si le son est pas bon? Baby, je vais Parce l'enjoy. que, attends, je vais peser. YouTube. Je suis vraiment, ça marche-tu? Ah, c'est dans mes écouteurs, attends un peu. J'ai perdu le temps, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les raison. J'ai perdu le temps. Ok, je vais pleurer, là. Où est le chemin de ma maison? Oh my God. Et là, c'est trop beau. Oh my God, je l'aime. Oh mon Dieu, cette voix. Ouais, je sais. Mais ça, en France, ça fait du bien aussi, hein. Là où il y a énormément aussi de racisme, puis je veux dire, on s'entend que les chanteuses de pop blanches qui pèsent 100 livres, là, c'est comme la majorité, là. Ouais. Moi, je suis comme, wow! Ouais. Non, tu sais, je veux rien leur enlever à ces chanteuses-là, mais c'est encore plus extraordinaire d'être Isu dans ce milieu-là. C'est vraiment juste ça, parce que, ben, on sait, là, qu'on a moins de chance dans absolument tous les milieux. Fait que pour Isu de cette rendue-là, qui, by the way, je pense qu'elle s'autofinance, là, elle a dû comme créer sa propre boîte de... Ouais, parce que, ben, des fois, t'as pas le choix, là. Puis de faire ce qu'elle fait, moi, j'ai été la voir en show juste avant que ce soit l'apocalypse de Ah l'apocalypse. oui, tu l'as vu? Oui, au Centre Phi, on a une photo ensemble. Mais non! Ouais, ben oui, je te l'enverrai après. Non, je Wow. l'aime vraiment, puis j'ai pas arrêté de pleurer à son show, là. C'est beau, c'est puissant, les gens étaient heureux, c'était dans l'émotion, genre, elle est tellement sweet et drôle en plus, comme je veux que ce soit mon amie, là. Sérieux, mais Ouais. tu sais, ça, c'est tout un modèle, là. C'est incroyable. Elle reste, elle aussi. C'est vrai que je vois un peu le pont entre vous deux, la ressemblance dans la force et la... Ouais. Black is beautiful, là, tu sais. Oui, ok, oui. Black Non, is really beautiful. C'est incroyable. Ouais. Je pense que, tu sais, à travers la discussion, puis on s'est souvent parlé, puis il y a clairement une tendance à objectiver, bon, les femmes noires, puis tu en parles. Et tu parles aussi sur tes réseaux sociaux de racisme sexuel. Puis ça, je trouve que c'est super intéressant. Je connaissais pas cette notion-là et c'est toi qui m'as introduite à ça, à ce que tu vis. Qu'est-ce que c'est que le racisme sexuel? Plutôt ce que je vivais, là, parce que, bon, on apprend, là. On apprend, puis on voit les red flags. Le racisme sexuel, c'est... moi, premièrement, c'est mon amie Annabelle, une sexologue, qui m'a introduit à ça. Ben, pas qui m'a introduit, qui a mis un terme sur cette notion-là, parce que je l'ai toujours vécu. Bon, t'es belle pour une noire, j'ai jamais couché avec une noire, il paraît que les noirs font telle chose de vraiment bien, on assume que les noirs sont des bêtes de sexe ou bien qu'elles sont soumises au lit, qu'elles sont plus dévergondées, que leur corps est genre exotique, donc on veut le fruit intérieur. Toutes ces choses-là, qui est le racisme sexuel, c'est dans le fond d'attribuer comme des caractéristiques sexuelles à quelqu'un seulement à cause de sa couleur de peau ou bien son origine ethnique. Donc, c'est vraiment juste ça. C'est un peu du fétichisme, c'est un peu dénigrer un corps, mais en y prenant plaisir, dans le fond, parce que il y en a plein, là, genre des gens qui sont ouvertement racistes ou peut-être qui sont subtilement racistes, mais qui veulent quand même coucher avec des Noirs ou des Asiatiques ou des Indiennes, juste des gens de couleur. Là. Il y en a plein des gens qui sont racistes, mais qui ont ce fantasme-là de coucher avec quelqu'un comme moi parce que, ben c'est ça, ils assument que je suis une tigresse puis que
je vais faire des affaires. Je sais pas, mais je comprends toujours pas. Tu l'as expérimenté concrètement, justement, quand je parlais des dates Tinder, il y a eu beaucoup de ça dans tes dates? Ouais. Dans le passé, quand j'étais sur Tinder, ces applications-là, j'en ai jamais eu face à face. Je me suis jamais rendu compte de ça, puis je me suis jamais rendue là non plus parce que je me protège. Là, quand quelqu'un m'aborde avec est-ce que tu peux être la première non avec qui je couche? Non. Là. C'est parce qu'elle va chier. Oui. Pourquoi je te ferais ça? C'est pas un compliment, là. Les gens assument que c'est de complimenter une femme que de dire... Arc! Quel imbécile! Ah ouais! Ben oui! Oh my God! Ils pensent que c'est un compliment ou c'est une belle chose de dire que ah oui, j'ai vu sur Pornhub genre que toutes les femmes noires font ça, fait qu'est-ce que tu fais ça? Je suis comme non, bro, non. Tu peux pas. Genre, non. Oh mon Dieu. Des trucs comme je préfère le chocolat noir au chocolat blanc, parce que est-ce que j'ai l'air d'être du chocolat? Genre, est-ce que c'est wrong. All of this is wrong. All of this. Puis, oh my God, des trucs. Ouais, c'est débile. J'aime trop les noirs, vous avez des beaux cheveux. Genre, toutes ces petites affaires-là qu'on dit, qu'on t'aborde, tu viens d'où? La première chose qu'on te demande avant allô, genre, ça va, c'est t'es né où? Tu vas faire quoi avec cette information-là? Genre, cocher sur ta liste de pays du monde avec qui t'as couché, genre. Des fois, c'est vraiment ça. On dirait que les gens ont une liste avec tous les pays, puis sont comme, OK, aujourd'hui, je suis à la case. Tu sais, ça n'a aucun sens. Puis, il y a un compte Instagram qui s'appelle Femmes noires versus dating ou un truc comme ça qui est super intéressant. C'est juste des screenshots de femmes noires. Attends, je vais suivre ça. C'est quoi le nom? Ouais, je vais te l'envoyer live. Ouais, je veux voir ça. Ah, c'est un bijou. C'est un bijou parce que c'est super violent. Mais ça, c'est du racisme anti, là. Ouais, c'est ça, sauf que tu peux t'identifier à chacun de ces screenshots-là, là, en tant que femme noire, en tout cas. C'est fou. Mm-hmm. Puis, dans le fond, là, on parlait de féminisme intersectionnel. Là, il y a clairement une intersection des oppressions, parce que, comme femme plus ronde, moi, en tout cas, de mes amies qui sont plus en chair, me disent qu'elles sont sexualisées beaucoup. Puis là, j'imagine qu'il y a encore plus la couche quand on est noir qui vient avec le racisme. Donc ça, c'est vraiment comme un élément de lutte quelque part pour toi. Il y a un terme que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est la misogynie noire. Et dans le fond, c'est l'intersection entre être une femme et être noire. Parce que ces deux expériences-là font partie de moi. Je vis le racisme et je vis le sexisme. Toutes mes interactions sont sexualisées, ils sont genrées parce que je suis une femme, mais sont racisées parce que je suis noire aussi. Donc, la misogynie noire, ça englobe vraiment mon expérience et celle de toutes les femmes noires. Puis, le fait d'être grosse en plus, fait que je vis de la grossophobie misogynie noire, ce qui est vraiment cool. On pense que les grosses, peut-être sont plus sexuelles, sont plus intenses au lit, sont plus énergiques. Je sais pas si c'est parce que les gens pensent qu'on crave le dick, là, parce qu'on n'a pas de sexe. Je sais pas. Comme les gens pensent que les gros ont pas de sexe. Fait que quand t'accordes la chance de coucher avec un gros, il faut absolument qu'il te démontre absolument tout ce qu'il y a en lui, tu sais. Mais ça n'a pas rapport, là. C'est pas... Mais c'est des gens hypocrites qui sont, tu sais, comme à la fois racistes puis qui viennent un peu comme te soudoyer, là, en privé. Là, c'est genre aller en thérapie, là. Ah, tout le monde doit aller en thérapie. Spécialement les hommes blancs. Spécialement ceux qui prennent la masculinité toxique au quotidien à travers leur comportement désagréable et dans les journaux et partout. Je pense à quelques personnes en particulier. Non, mais écoute, t'as vraiment toute mon admiration pour ça. Merci. C'est pas facile. C'est pas facile avec moi, mais j'essaie de faire mon possible pour mettre mon expérience
plus publique pour que les gens la voient, arrêtent de la cacher, de la rendre invisible, parce qu'elle est très visible et elle est très présente. Je veux dire, il y a pas un jour dans ma vie, mettons, pas en ce moment parce que je suis chez nous, là, où je suis pas rappelée que non seulement je suis grosse, mais je suis noire et je suis une femme. Tous les jours. Tous les jours, de la manière la plus subtile, que ce soit en allant magasiner sur Sainte-Catherine puis en réalisant qu'il y a 4 magasins dans lesquels je peux rentrer parce que on a assumé qu'une femme portait max du large, genre, ou qu'on voulait juste l'argent des femmes qui étaient plus minces. La grossophobie est partout, le racisme est partout, le sexisme est partout. C'est quoi? Mon chum vient d'une famille d'immigrants, mais bon, blanc, donc c'est pas du tout la même chose. Mais quand même, il m'a conscientisé sur le fait que quand il était petit, il trouvait ça vraiment dur de toujours se faire rappeler sa différence à cause de son nom, à cause de sa langue. Tu sais, juste le nom, ça porte... c'est quelque chose qui l'irrite profondément, en fait, de toujours se faire rappeler son nom. Comme si t'étais pas québécois, comme si t'étais louche, comme si t'étais weird. Et cette exclusion-là peut devenir très lourde, je pense, à porter à la langue. Puis lui, il comprend des gens, des fois, qui vont quitter le Québec. Puis c'est plate à dire, mais c'est sûr qu'on c'est peut-être pas l'endroit le plus inclusif, là. Surtout quand tu vas dans des communautés plus anglo. Je veux dire, quand tu vas à Concordia, qui est très anglo, très ouvert, je sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe. Je pense qu'on doit se questionner sur... Ah, définitivement. Puis moi, on m'a toujours dit que le Canada, c'était une terre d'accueil, là. Je suis plus sûre. Ben, écoute, on est quand même pas... On n'est pas l'Italie, on n'est pas la France. On accueille les gens. Après, est-ce qu'on les traite bien? Ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'on peut s'améliorer. Je pense que les maladresses avec l'éducation peuvent... j'espère qu'on peut s'améliorer par l'éducation quand même, là. Ben, j'espère aussi. Puis il y a moyen de s'améliorer dans plein d'autres milieux aussi. Ben je pense... Ben oui. L'inclusion, pour toi, le féminisme intersectionnel, comment ça se concrétise dans ton quotidien? Ou comment tu le perçois? C'est quoi ta définition de... Ma définition du féminisme intersectionnel, c'est qu'on prend en compte les différences de réalité d'absolument toutes les personnes qui se considèrent comme femmes. C'est-à-dire de ne pas oublier, tu sais, c'est de mettre le même effort pour absolument tout le monde. Les femmes de couleur, les femmes à mobilité réduite, les femmes queer ou LGBTQ+, AI, je sais pas c'est quoi tous les acronymes, mais c'est de ne pas diminuer l'expérience, de ne pas rendre invisible l'expérience des autres femmes qui nous ressemblent pas. Parce que, ben c'est ça. Pour moi, le féminisme intersectionnel, c'est de se battre autant pour les femmes de couleur, les femmes queer, les femmes à mobilité réduite, les femmes trans, les femmes qui sont gender conforming. C'est juste de réaliser qu'on a des différences d'expérience, de ne pas les banaliser, puis de mettre le même effort pour défendre absolument toutes les femmes, de ne pas en laisser derrière. Puis cet enchevêtrement-là des oppressions et quand on met nos lunettes de l'intersectionnalité, finalement, on réalise que c'est partout, finalement. Puis que le féminisme blanc hégémonique, quelque part, a invisibilisé cette complexité-là. Oui, je sais pas quoi ajouter. Tu l'as vraiment, vraiment bien dit. J'ai l'impression que ce qu'on considère féminisme dans les médias ou dans la culture populaire en ce moment est strictement du féminisme blanc. Parce que quand on pense à une féministe, on voit tout de suite une femme blanche. On voit pas toutes les autres femmes qui sont à ses côtés. On imagine, on assume, on perçoit la femme blanche à la tête du mouvement féministe alors que personne ne devrait être à la tête. On devrait juste être au même pied d'égalité. On devrait toutes les femmes mises de l'avant au même niveau. Pourtant, ben, on
pense féministe, on pense à Taylor Swift, genre, qui, je suis sûre, si on fait 2-3 Google Research, dit plein d'affaires fucking racistes et classistes et genre ableism. Genre, je suis sûre, là. Toutes les femmes qu'on imagine féministes dans la culture populaire sont des femmes blanches. Pourtant, je vous assure que je suis féministe et je ne suis pas une femme blanche. C'est pour ça que pour moi, l'intersectionnalité ou bien le féminisme noir rendu là, c'est vraiment à ne pas oublier, à prendre en compte, puis à autant mettre de l'avant que le féminisme des autres personnes. Genre, ou de ne juste plus avoir de féminisme blanc parce que ben ça nuit à toutes les personnes qui sont pas blanches. Puis, je veux dire, juste quand tu regardes l'histoire du Canada, les femmes blanches ont eu le droit de vote moi, je connais pas les années, là, je peux pas voir l'histoire. Puis après ça, il y a eu les femmes noires. Mais pourquoi est-ce que toutes les femmes ont pas eu, genre, le droit de vote en même temps? Si on se considère féministe, on prend en compte les réalités de tout le monde, même si on n'est pas dans ces réalités-là, même si on ne vit pas ces expériences-là, on écoute les gens, on est des alliés, comme on a dit tantôt, puis on se bat pour absolument tout le monde, peu importe à quoi ces personnes-là ressemblent. J'avais une discussion avec une fille qui s'appelle Rain Littlefield, qui est au YMCA de Toronto, qui est une femme noire, féministe, intersectionnelle. Puis, tu sais, j'ai dit, hey, pourquoi les femmes qui vivent la cyberviolence, tu sais, on parle peu des femmes noires qui en vivent. Puis, tu sais, elle me disait que, puis je veux dire, je pense qu'il y a un rapport de Amnesty International qui le démontre, là, clairement, là, que les femmes noires vivent plus de cyberviolence. C'est comme si il y avait une invisibilisation aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plus d'adversité. Ben, c'est partout, là. Donc, les réseaux sociaux, ça en fait pas exception. C'est comme si... Donc, toi, t'es vraiment comme un modèle, là, parce que de parler, tu dois subir de l'adversité en ligne aussi, du hate mail, puis... Beaucoup moins que quand j'ai commencé. Parce que je pense qu'à chaque fois, les rares fois où je l'ai vécu, je l'ai exposé. OK. Parce que moi, je me dis, si tu as la décence de m'écrire ça en privé, tu dois avoir la force de l'assumer en public. Tu peux pas être une shitty person en privé puis faire semblant que t'es un allié ou bien une bonne personne dans la vie de tous les jours. Genre, il faut que les gens sachent à quel point t'es une personne dégueulasse. Donc, à chaque fois que j'ai vécu ces agressions-là en ligne, ces cyberviolences-là en ligne, je les ai montrées. Je sais pas si c'est ça qui a fait en sorte que j'en vis beaucoup moins, mais j'ai la chance de pas avoir beaucoup de trolls pour l'instant. Je sais pas si plus je vais avoir un following, plus ils vont être là, mais en même temps, pour vrai, je m'en crisse parce que c'est plus mon problème, genre. Faut apprendre à laisser aller les choses parce qu'on peut pas contrôler comment les gens pensent. Hein. On peut juste essayer je veux même pas éduquer les gens là parce que je trouve que c'est une pression énorme que de dire que j'éduque les gens. Je fais juste parler de ma réalité puis tant mieux si les gens apprennent des trucs là, c'est vraiment ça. Mais c'est ça, en parlant des violences que je vis, des cyberviolences, ou bien juste du trolling, les gens réalisent que je le vis puis que c'est pas correct. Je sais pas pourquoi ça prenait ça, pour que les gens réalisent que ça existe, là, la cyberviolence envers les femmes noires. Mais comme, il a fallu en parler pour que les gens m'écrivent « Oh my God, je savais même pas que genre les gens pouvaient faire des trucs comme ça, je suis tellement désolée, blablabla. » Puis les gens devraient vraiment se sentir privilégiés d'apprendre que ça existe plutôt que de le vivre. Ouais. Ah non, c'est sûr, c'est évident. Puis toi, tu dénonces, mais en même temps, tu t'assumes, puis tu continues à t'exprimer, puis ça, c'est chouette. Puis pour celles qui n'oseront pas parler non plus, parce qu'elles ont peur d'en vivre, c'est quand même, tu sais, je trouve que c'est positif de dire non, mais on peut répondre, tu sais, puis on peut dénoncer, puis on peut être forte aussi à travers tout ça, c'est possible. C'est possible, c'est dur. Là. C'est dur, non, c'est sûr que c'est tough. C'est tough de s'assumer dans l'espace public en même temps. Toi, tu le vis bien, ça, de t'assumer, de... Oui, moi, je le vis bien. Je sais pas si c'est la confiance en moi, je sais pas si c'est
je m'en foutisme de l'opinion des gens, mais je veux dire, tout est entremêlé, là. Maintenant, pour de vrai, je me crisse de absolument tout. Genre, l'opinion des gens, ça m'intéresse même pas. Comme, je le prends plus en compte. Je poste ce que je veux. Je peux être toute nue sur une photo. Si tu as quelque chose à dire sur mon corps, garde-le pour toi. Que ce soit honnêtement positif ou négatif. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de la validation. Je sais ce que je vaux. Puis, il y a des journées où je me déteste, là, comme tout le monde. C'est normal. Mais je sais ce que je vaux. Vraiment, je reconnais ma valeur. Puis ça vient avec des années de travail sur soi, ça vient avec de la thérapie, puis ça vient avec beaucoup de travail. Là. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Je veux dire, j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai été déprimée, je fais de l'anxiété, puis comme ma vie est pas parfaite. Je m'en cache pas. Je le dis, là, ça m'arrive de pleurer sur Internet, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, c'est humain. Puis ça me sert à rien de vendre du rêve. Moi, ce que je veux, c'est que les gens s'identifient à ma vie parce qu'elle n'est pas si exceptionnelle. Puis ça me donne rien de faire semblant que je vis ma best life tout le temps parce que c'est pas le cas. Je suis vraiment honnête avec moi-même le plus que je peux. Puis j'essaie de l'être aussi avec les gens qui me suivent parce que ce serait vraiment... Pour moi, je trouve que c'est vraiment irrespectueux de prétendre qu'on est quelque chose en vrai puis de faire le contraire en ligne. Oui, puis je pense que ça fait du bien à tout le monde de révéler des fois ses vulnérabilités. Puis on dirait que des fois, les gens sont étonnés. Tu sais, tu dis, ben non, ça file pas aujourd'hui. Oui, mais regarde, les réseaux sociaux, c'est pas juste une facette de la vie est belle. Tu sais, on peut dire qu'on est fatigué, on peut dire qu'à un moment donné, on est à bout. Puis moi, personnellement, quelqu'un qui s'exprime sur ses vulnérabilités, je trouve ça beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui fait semblant que tout est parfait. En fait, moi, ça m'énerve, la prétendue perfection. Je trouve pas ça intéressant. Ça l'est pas du tout, ça l'est pas. Puis non seulement c'est pas intéressant, mais ça peut créer tellement de complexes. Oui. Complètement. Hop, tu m'entends-tu? Allô, allô? Allô? Ben moi, je t'entends. OK, c'est bon, tu es de retour. Mais aussi, ce que je voulais savoir, votre connexion Internet est instable. Merci la vie. Bon. Donc, oui, c'est ça. Donc, on parlait des complexes, mais aussi, tout n'est pas parfait. Puis moi, j'aime quand tu dénonces. J'aime quand tu prends parole, puis tu écris une lettre ouverte, puis tu dis « Hey, tel costume de bain, j'ai oublié quelle était la marque ou quoi que ce soit. » Ben, ça n'inclut pas tout le monde, tu sais. Ouais. Oui. Tu aimes prendre parole comme ça? Si je le fais, c'est que j'en ressens le besoin, que j'ai l'énergie. Il y a plein de choses sur lesquelles je prends pas parole. Parce que, j'ai choisi mes combats, vraiment. J'ai choisi mes combats. Des fois, t'as pas l'énergie, t'as pas le goût. Mais sinon, je sais pas que j'aime ça, c'est juste que ça fait partie de moi. Je sais pas si t'as vu la web-série, mais il y a un épisode sur ma famille, puis on est tous pareils. Moi, je veux juste dire que j'ai pas vu la web-série, puis je m'excuse, j'étais pas au courant, j'étais dans une bulle dans les derniers mois. Peux-tu me dire de quelle web-série on parle? Oui, donc j'ai ma propre web-série. Oh, bravo! Merci. Sur le site de Look du jour, ça a été filmé en 2020. C'est 5 épisodes d'environ 6 à 7 minutes chacun, puis ça porte sur moi, mais tous mes combats. Dans le fond, je parle de grossophobie, je parle de racisme. On apprend à... Ben, pas on apprend à connaître, mais on voit ma famille que j'ai toujours protégée sur l'Internet. Là. Je suis quand même une personne très privée dans la vie. Même si je suis toute nue sur Internet, je protège ce que je veux, tu sais. Fait que l'épisode sur ma famille me tient beaucoup à cœur, puis on voit à quel point on est vraiment tous pareils. Là. On a des opinions fortes, puis on prend parole, on s'exprime, puis même si ça dérange les gens, on s'en fout. Ma mère est comme ça, mon frère est comme ça, c'est juste que moi, j'ai l'Internet, tu sais, pour le dire, puis j'ai choisi que je faisais ça. Attends, mais je vais aller tellement l'écouter On dirait que tout ne m'intéresse pas cette temps-ci, mais ça me tente vraiment. Ça me tente. Sur Look du jour? Sur Look du jour, c'est ça. Il y a un épisode sur mon travail de créatrice de contenu où j'explique c'est quoi ma job, comment j'en suis arrivée là, ce que j'aime pas. J'ai aussi un blog de bouffe, là. J'ai un compte Instagram. Oui. Un compte Instagram qui s'appelle Tout dans mes fesses.
Puis c'est le meilleur Instagram, genre je le suis tout le temps. Comme je suis toujours en train de faire qu'est-ce qui se passe? Je veux manger ça. Ouais, je sais, moi aussi. Ouh, comme j'y pense, là, j'ai faim. J'aime vraiment ma vie, j'aime vraiment ma job. Là. Je suis payée pour poster des photos de bouffe sur Internet, entre autres. Là. C'est vraiment cool. C'est malade. Il y a un épisode qui parle de ça, puis il y en a un autre qui parle de l'excellence noire, ou bien juste le fait d'être une créatrice, d'être une influenceuse noire au Québec, ce que ça représente pour moi, ce que c'est. Puis on voit, dans le fond, j'ai été nominée au Gala Dynastie, qui est un gala... Merci, dans la catégorie blogueur de l'année. C'est un gala qui célèbre l'excellence noire au Québec, qui met de l'avant tous les gens qui contribuent au Québec, que ce soit dans les arts, sur le web, avec avec tout. Là. Dans tous les milieux, on met de l'avant l'excellence noire, puis on célèbre ça. Fait qu'on en parle dans la web-série. Puis c'est vraiment un projet pour lequel je ressens énormément de fierté. Là. Cette web-série-là, c'est un de mes plus beaux accomplissements. Ça me rend hyper fière, puis ça va être quelque chose que je vais pouvoir regarder quand je vais me sentir vraiment down. Quand je vais avoir l'impression que je sais pas, là, je suis inutile, peu importe, on a toutes des journées de marde, là, ben, je pourrais regarder ça puis je vais faire comme, OK, finalement, ça va. Mais tout le monde allait l'écouter, là, c'est sur ma liste. Il y a les chefs ce soir et ça. Cool, parfait. C'est un bon top 2, ça. J'avoue que c'est mon petit péché mignon, les chefs, ce temps-ci, et Tough Chief of Canada. Ah ouais, hein? Tellement faim, excuse, parce que j'ai tout le temps faim, vu que je suis enceinte, j'ai faim tout le temps. Fait que là, je pense à... Oh my God, c'est vrai! Ouais! Oh, félicitations! Un petit accident de parcours, mais c'était un peu une surprise. C'est vrai, la vie, c'est quand même vraiment cool. C'était vraiment pas prévu. Je te rappelle. Tu veux-tu des enfants, toi? Je sais pas. Ouais. Il y a quelques mois, je t'aurais dit non. Puis là, je sais pas. Ça change de jour en jour, pour de vrai. Moi, je voulais pas d'enfants. Ah ouais? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là... Je sais pas. Ça s'est fait de même. Mais tu sais, je suis pas la personne la plus maternelle sur Terre. Je suis pas comme je fais des bricolages puis je capote ma vie. Tu sais, en tout cas. Ouais. Mais avec mon chum, ça m'a tenté. Puis là, c'est arrivé comme ça. Puis regarde, je suis peut-être pas... c'est ça, j'adore mon enfant, mais j'ai vraiment pas comme l'âme de la ménagère, là. Je comprends totalement. C'est ça aussi. Mon chum fait à manger tout le temps. Ah ouais. Ah, wow. Puis comme il est italien, je mange tellement de pâtes, c'est merveilleux. Ah, wow. Yeah. Mais je te parle de ça, on enregistre ça il y a 11h12, j'ai déjà faim. Il faut que j'arrête. Bon, je suis toujours en train de parler de bouffe. Ben, et surtout en passant à ton blog, qu'est-ce que tu veux? Je sais, c'est dur. Mais c'était supposé comme, je voulais en parler un peu, mais là, je me dis, là, écoute, mon temps est quand même restreint parce qu'il faut que j'aille promener le petit. Mais les gens, allez voir ça, allez voir la série. Moi, je vais aller écouter ça, je vais aller découvrir ça avec une grande joie. Puis peut-être en terminant, me dire qu'est-ce qu'on peut faire peut-être dans le quotidien pour davantage promouvoir l'inclusion. Tu sais, concrètement, là, si tu... au quotidien, des gestes qui peuvent paraître vraiment banals, mais commencer à suivre des comptes Instagram de personnes qui ne nous ressemblent pas. ça favorise l'exposition à des corps différents, à des points de vue différents, puis c'est ça l'inclusion, c'est juste de prendre en compte tout le monde. Écouter des émissions, des films où il y a de l'inclusion, où il n'y a pas juste des personnages blancs, ça c'est favoriser l'inclusion. Magasiner à des endroits où les tailles sont inclusives, que ça finit pas juste à du large, parce que je veux dire, ton morceau que tu veux je vais nommer des compagnies, je m'en fous, là, mais tu sais, Dynamite, là, tu peux le retrouver ailleurs où il y a des tailles qui font juste à du 4X, là, mettons. Fait que ça, c'est favoriser l'inclusion, consommer des médias, des podcasts. Ton podcast aussi. Il y a un podcast, guys! C'est j'oublie. Cool. Ouais, c'est un autre projet qui me rend super fière. J'ai fait ça avec mon amie Amabelle, qui est sexologue et qui a le compte Instagram Sexo Make Love. Puis, ah oui, c'est elle qui a ça. Ouais, on est toutes les deux de femmes de couleur. Elle est asiatique, moi je suis noire. Puis on a des expériences qui sont hyper similaires parce qu'on est des femmes de couleur au Québec. On s'est dit qu'on allait
on allait en parler, puis on allait inviter d'autres personnes de couleur pour parler de nos expériences, pour parler de plein de choses. On a parlé d'économie, on a parlé de sexe, de dating. On a un prochain épisode qui parle de thérapie. Fait qu'on veut juste avoir un média, un safe space pour les communautés culturelles au Québec pour parler de nos expériences, pour arrêter d'être invisible. Ben bravo! Ça, c'est aussi à écouter Where We At. Yes! Ouais. Dispo sur Spotify, iTunes? Spotify, Apple Podcast, Balado, absolument partout. Ah, c'est vrai, on est dans le même studio, le studio sans filtre. Yes. Ah, je m'en ennuie tellement, là. Tellement, moi aussi. Je m'ennuie bien des affaires. Mais ça, c'est correct, le Zoom, à un moment donné, ça fera. Ben oui. Non, mais écoute, comment s'appelle ta maman? Félicité. Félicité, j'aimerais juste te dire, si tu nous écoutes. Non, je pense pas qu'elle nous écoute. Je pense pas qu'elle a le temps de nous écouter. Ouais. Ma mère, elle m'encourage dans Non, tout. mais lâche pas Félicité, parce que sincèrement, tu es incroyable, puis ta fille est incroyable, t'es incroyable. Merci. Black is beautiful. Ah oui, Black is... C'est tellement une belle expression, hein? Vraiment. Et c'est la vérité. Ah, puis aussi dans les suggestions lecture, est-ce qu'on pourrait dire, mettons, Roxane Gay? Est-ce que t'as... Who? Oh! Moi, va falloir que tu m'éduques aussi, là. Ah non, mais... Ben voyons, t'as peu, là. J'ai un blanc de mémoire de son titre de livre. Attends, je suis en train de... Roxane Gay, qui est quand même super cool, qui est une femme noire américaine, ronde, qui est bad féministe, puis tu sais, elle raconte son parcours. Puis... Ah ouais? OK. Ouais. Parfait. Ouais, sinon, ouais. Ben moi, ça m'a beaucoup appris. Ben c'est ça. Ben ça m'a ouvert, en fait, ça m'a vraiment ouvert à cette... Black féministe, t'as dit? Ouais. Bad féministe. OK, j'ajoute à ma liste. Ben écoute, elle a aussi son podcast que j'ai pas encore écouté. Ah ouais? On va découvrir ça. Oui, j'ai hâte. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé. Ben, je vais en nommer 2-3, là, mais il y a The Hate You Give. C'est super bon. Je sais. Il y a un film aussi qui a été fait, mais c'est l'histoire d'une jeune femme aux États-Unis, noire, qui a grandi dans un milieu noir, mais qui va à l'école dans un milieu blanc riche. Son meilleur ami d'enfance se fait tuer par la police. Puis là, ben, il reste du livre. Super bon. Wow! Attends, c'est quoi le nom? The Hate You Give. OK, je vais me commander. You avec la lettre U et non Y-O-U. Ça, c'était super bon. Le racisme est un problème de blanc que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En anglais, le titre, c'est Why I No Longer Speak to White People About Race. Vraiment bon livre avec un chapitre sur le féminisme qui a changé ma vie, là, vraiment. Le livre l'essai de Lily Boisvert aussi, le principe du come shop. J'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là aussi. Puis ça n'a pas rapport avec le racisme, mais le livre Anti-Diet de Christy Harrison, qui est un livre, comme le titre le dit, anti-diète, qui parle de la culture des régimes, de la diète, de son histoire, de à quel point c'est nocif, ça fait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Les régimes, ça ne fonctionne pas. Si les gens qui écoutent ne savaient pas, guys, ça ne marchera pas. C'est vraiment un bon livre, là, Anti-Diet. Fait que ça, c'est quelques livres que les gens... Puis ça se lit bien ces temps-ci, je pense, quand même, dans ce contexte. Des fois, on me demande des livres. Il y a beaucoup d'étudiantes, là, puis je me dis, bon, peut-être Patricia Collin, Black Feminist House, Bell Hooks. En tout cas, on pourrait mettre, je vais mettre les références qu'on a nommées. Oui. Je vais mettre la référence de ton podcast, de ta série que je vais découvrir. Ben écoute, merci beaucoup. Il va falloir que je te laisse parce que, bon, j'ai des obligations familiales. Mais merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. J'aurais aimé ça plus encore, mais vous savez, j'ai pas 2 heures dans ma vie. C'est plate, mais c'est comme ça. Ah ouais, hein? Ben, écoute, non. Je te jure que je me réveille à 5 heures puis ça n'arrête pas, là. Avec le petit à gérer, le travail, le ci, le ça. T'es aussi une superwoman, non? Merci. Ben, écoute, j'ai mon chum qui m'aide, là. On regarde, en ce moment, on n'a pas le choix. Puis j'aurais aimé ça l'envoyer à la garderie, là. C'était l'âge pour. Mais je joue au bloc.
Ah bon, parfait. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, puis je suis sûre que tu vas inspirer beaucoup, beaucoup de gens. J'espère. Tant mieux si c'est Puis ça. Jessica, passe une belle journée, je t'embrasse. Toi aussi, bisous. Bye! Bye.